Le 30 janvier 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La fin du monde. Malgré l'article de notre voisin Gelas la semaine dernière, nous ne pouvons laisser passer dans notre chronique un film que nous avions annoncé à diverses reprises. Les reproches de Gelas à Gans sont ceux du jeune cinéma français, le seul dans lequel on puisse mettre quelques espoirs sérieux. Personnellement, nous ne voulons représenter que le public. Nous n'avons pas de parti à prendre. Devant une nouveauté de M. Abel Gans, nous arrivons simplement avec quelques souvenirs très nets. Nous sommes en droit d'attendre quelques émotions puissantes, puisque Gans a réalisé autrefois la catastrophe de chemin de fer de la Roue, plus récemment 1000 mètres au moins de son Napoléon. Les scènes révolutionnaires, la revue épique de l'armée d'Italie. Mais le pire ne nous étonnera jamais chez l'auteur de J'accuse, chez l'écrivain de Prisme. Il serait utile que tous les amateurs de cinéma, avant de voir une production nouvelle de M. Abel Gans, aient au moins feuilleté cette sorte de journal intime destiné à nous montrer son génie en liberté. Ils en concevraient pour l'auteur une indulgence toujours utile au cours d'un de ses films. M. Abel Gans est le type du vieil adolescent qui traverse l'existence avec des rêves de collégien. Les gens de cette sorte, lorsqu'ils n'ont pas de génie, sont terriblement ridicules. Mais vraiment, pourrait-on s'indigner contre eux ? Nous osons à peine ajouter que M. Abel Gans est juif, ce qui éclairerait toutefois le débat. Plus d'un Israélite pourrait s'offusquer à bon droit de se voir confondu avec ce primaire en délire. Et le messianisme de M. Gans prend des formes trop puériles pour qu'on veuille l'assimiler à des ferments destructeurs, au souffle révolutionnaire qui accompagne le peuple errant. On sait déjà le thème de la fin du monde. À l'approche de la comète fatale, un astronome juge qu'il est grand temps de réunir enfin le genre humain sous un seul drapeau. Il nous semble que nous aimerions employer à autre chose les dernières minutes de notre vie. Ne discutons pas. M. Abel Gans tient absolument à ce que la République universelle soit proclamée à la lueur des premiers éclairs du cataclysme. On croit comprendre que, selon lui, il n'y a pas d'autre occasion possible d'arrêter la guerre et de faire triompher l'instinct de la fraternité dans le cœur des hommes. Ma foi, rien ne nous empêche d'être de son avis, et nous imaginons très volontiers que la trompette de Josaphat couvrira sans peine les fanfares des hitlériens du siècle. Ce qui nous afflige tout à fait, c'est que la fin du monde, pour M. Abel Gans, se réduise entièrement à l'élaboration de ce dessin pour le moins tardif. Il vient d'arriver, en somme, à M. Abel Gans, en plus risible, l'aventure de M. Fritz Lang, lançant dans un obus des explorateurs sur la Lune et ne trouvant rien d'autre qu'un conflit de jalousie pour les occuper au terme de ce fantastique voyage. Personne ne contestera la naïveté du scénario conçu par M. Abel Gans. Jusqu'à cette semaine, nous espérions qu'il avait mis quelque chose autour, nous en étions même persuadés. Il faut s'en convaincre. La fin du monde, ce n'est pas grand-chose. M. Abel Gans a bien pris soin de nous expliquer tout ce qui n'est pas explicable, de nous montrer tout ce qu'on ne voit jamais. Un déraillement de chemin de fer ? Est-ce l'instant où se rencontrent deux locomotives ? Un naufrage, celui où le paquebot heurte l'iceberg ? Il n'y a jamais personne pour enregistrer ces secondes fugitives et fatales. M. Abel Gans, lui, surprend l'astronome à sa lunette au moment où il découvre le bolide et se frotte les yeux de stupeur. Il est là pour voir la comète ouvrir l'écorce du globe. Ce n'est pas très saisissant. On dirait un carambolage de billard avec beaucoup de fumée pour en dissiper les conséquences. Tout cela était inutile d'une réalisation impossible, jurant avec l'esprit elliptique du cinéma. Entre-temps, l'on assiste à quelques prêches, la plupart fort déplacées.
Les plus étonnants viennent sans aucun doute de M. Abel Gans en personne, vêtu d'un complet de confection et qui a noué sa cravate de travers pour que personne n'ignore qu'il est artiste et pauvre. Il joue bientôt le fou sublime et le martyr. Il agonise en musique sur un grabat et des colombes blanches volent autour de ses mains. C'est ravissant. Une blonde inconstante accompagnait dans la vie ce héros malheureux. Il la cède magnanimement à son frère l'astronome, dont la tête ne lui revient sans doute pas, puisque nous retrouvons bientôt la belle enfant dans les bras d'un financier hébreu. Allons, voilà toujours la fin du monde avancée d'autant. Puisqu'elle se fait attendre encore, nous verrons un petit coup de bourse. Et M. Abel Gans, qui ne se console pas d'avoir fait chanter la Marseillaise à Danton dans une époque où les images étaient muettes, fabrique une sorte de Napoléon de la TSF, qui rugit des proclamations à tout un peuple de mécaniciens et de sténographes. Cela se passe dans une Babylone de la bureaucratie, pas très encourageante malgré ses dimensions. Nous faisons grâce au lecteur des orgies de la dernière heure. On sait qu'un vrai film ne se passe pas de tango. On avait considéré M. Abel Gans comme un lyrique intermittent, boursouflé, toujours sous pression, mais capable d'oser beaucoup, ce qui n'est jamais antipathique dans l'industrie du cinéma. Aussi, notre plus cruelle déception vient-elle de ce que La fin du monde ne dégage aucun influx poétique. Les images sont évidemment à une grande échelle, mais elles ne renforment que banalité quotidienne amplifiée sans goût ni mesure. M. Abel Gans ne serait plus lui-même s'il avait calmé sa frénésie. Nous ne la lui reprocherons pas. Nous avons à regretter d'abord qu'il brasse une matière ingrate. On ne dirige pas des scribes et des dactylos comme les grenadiers d'Arcole. Ce qu'il y a de prodigieux dans le cas de M. Abel Gans, c'est qu'il ne scinde pas ces distinctions. On a déjà beaucoup raisonné sur les faiblesses de la fin du monde, sans souligner assez nettement leur cause primordiale, les difficultés de la technique sonore. Entrepris depuis longtemps déjà, le film, dans sa majeure partie, est périmé, pour ne s'en tenir qu'au réglage des bruits, à la disposition des canevas devant l'interprète. C'est un travail de primitif. Abel Gans, jadis inventeur, emboîte le pas aux manœuvres. Sa sensibilité est uniquement visuelle, rien d'étonnant à cela chez un pionnier des premières heures du cinéma. Mais un Sternberg, un René Clair, un King Vidor, capables d'un contrôle auditif, sinon très sûr, du moins réel, possèdent désormais sur lui d'incontestables avantages. La nouvelle découverte, chez M. Abel Gans, n'a séduit, hélas, que le penseur. Il y voit une chance unique d'étaler son verbiage. Ses gesticulations forcenées ont remporté jadis certains succès. Il suffigure que l'on peut traiter la voix comme la trogne du figurant, et il en fait une suite ininterrompue de gros plans. Mais l'oreille est plus délicate que l'œil. Elle constate avec sévérité le renversement de l'équilibre. La fin du monde est une suite d'images pâles dansant dans des cadres mal découpés sous un vacarme ahurissant. Dépaysé dans le domaine des sons, M. Abel Gans accueille des formules dont la médiocrité a fait ses preuves, si l'on ose dire. Dialogue figé, gestes écartés devant des caméras paralytiques, rythme soumis à de fastidieux discours. Le thème, au surplus, comportait des difficultés inattendues et nullement résolues. La pellicule sonore n'a guère capté jusqu'à présent que des bruits naturels ou d'une imitation facile. Dans le tumulte de la catastrophe finale, on reconnaît avec un sourire tout un vieil arsenal de coulisses, cloches, batteries, air comprimé. En somme, voici M. Abel Gans bien sage. Il touche avec des doigts craintifs des machines qu'il n'avait pas prévues. Le virtuose redevient apprenti. Il use de surimpressions innocentes. Il ne retrouve pas un seul de ses trucages, où il était passé maître, pour élargir ses scènes de panique. Il savait faire jadis un sort bon ou mauvais à ses acteurs.
Ils sont noyés maintenant dans un flot d'événements et de comparses indifférents. Jamais pourtant ils n'avaient réuni pareille troupe. Fensilber, Jandy, Georges Colin. Il avait autrefois de l'imagination, trop d'imagination. Il brochait toute une aventure autour d'une silhouette pittoresque. Aujourd'hui, il n'arrive pas à tirer des ornières du fait divers un sujet où il avait toutes les libertés d'invention et de fantasmagorie. Ne l'accablons pas. Si son esprit nous a toujours été étranger, d'une puérilité dont nous avons peine à concevoir les causes, nous trouvons ces ridicules plus amusants que haïssables. M. Abel Gans doit être tenu, jusqu'à nouvel ordre, comme une victime du cinéma parlé. Personne ne s'étonnera que ce naïf nous ait montré tous les brouillons soigneusement cachés par d'autres. Nous lui faisons la part belle. Nous ne voulons considérer la fin du monde que comme un essai malchanceux. On attend la revanche qu'il peut nous donner dans ses limites, dans sa manière, lorsqu'il aura profité des initiatives de quelques artistes plus lucides que lui.